Kaname est un loser lambda qui, pour le meilleur ou pour le pire, n'a jamais entendu parler des Hunger Games. Il aurait aimé que ce soit le cas lorsque sa vie se transforme en un jeu après s'être fait piéger en ouvrant l'icône du jeu maudit sur son smartphone. Une nuit, on voit l'ami de Kaname, Amonda, courir dans les rues comme s'il avait un psychopathe à ses trousses, et bien il s'avère que c'est exactement le cas. C'est un monstre poilu portant un casque de mascotte d'ours, et il le poursuit avec un couteau. Amonda se demande qui appeler à l'aide et pense à son ami Kyoda, mais il se dit qu'il ne peut pas lui faire suffisamment confiance. Alors il appelle Kaname à la place. Mais malheureusement, il se retrouve dans une impasse, et le type poilu le rattrape. Il essaie de se défendre au lieu de se faire dessus, et lui lance un tas de coupe-papier comme un enfant de maternelle, et le type poilu esquive simplement les lames puis lui tranche la gorge comme un pro. Après cela, il reste là et contemple sa nouvelle proie qui vient d'être habilement vaincue, laissée sans voix et définitivement perdue. Le lendemain matin, on voit Kaname regarder des motos lourdes d'occasion plutôt cool en ligne, tout en se lamentant sur sa situation financière désastreuse et ses poches vides. C'est alors que son ami Yoda s'approche et lui demande s'il a vu l'art de rue devant la gare. Il raconte que récemment, les silhouettes corporelles pixelisées de son art de rue sont apparues partout à Shibuya et que les gens en deviennent complètement fous. Il lui montre quelques photos et trouve cela à la fois étrange et fascinant. À ce moment-là, leur ami Hiroyuki entre et leur demande s'ils ont vu Hamada, ce fainéant quelque part. Ils répondent qu'il peut être absent, puis lui demandent comment lui et Hamada ont eu leur nouvelle moto, et s'ils ont trouvé un petit boulot sympa quelque part. Hiroyuki répond que ce n'est rien de tout ça et leur dit de le prévenir s'il voit Hamada quelque part. C'est alors que Kaname mentionne avoir reçu une étrange notification de sa part la nuit dernière et décide de la vérifier à l'instant même. Il voit que c'est un lien de téléchargement pour une sorte de jeu mobile gratuit et l'ouvre instantanément comme un geek. Le nom du jeu est Darwin's Game et il se demande si Hama est juste devenu accro. Et si c'est pour ça qu'il sèche les cours. Sachant de quoi il s'agit, Hiroyuki se retourne et dit à Kaname de ne pas ouvrir l'application et, tout comme un joueur typique de League of Legends, il décide de faire exactement le contraire et lance le jeu. Soudain, un serpent sort de l'écran et le mord au cou et Kaname tombe au sol comme un PNJ audacieux de Dragon Ball. Pendant ce temps, l'écran du mobile indique qu'il a été confirmé comme nouveau joueur et que son ami Hamada est déjà mort et que le jeu commencera dans 1 heure. Ses amis transportent son idiot à l'infirmerie et le mettent au lit. Il dort un petit moment et reprend vite ses esprits. L'infirmière lui dit de retourner en classe s'il se sent bien, mais il répond qu'il se sent affreux et remplit un formulaire pour un départ anticipé. Après cela, il sort et retrouve Hiroyuki et Yoda, qui prévoient également de sécher les cours. Yoda suggère d'aller au karaoké, mais Hiroyuki s'approche de Kaname et lui dit qu'il y a quelque chose de sérieux qu'il veut discuter à propos du jeu que Hamada lui a envoyé et qu'il viendra le voir chez lui ce soir. Kaname se demande ce que son ami Otaku raconte, mais il acquiesce et le laisse partir. Il va ensuite profiter de la journée avec Yoda. Plus tard dans l'après-midi, en rentrant chez lui en train, il décide de faire la chose la plus stupide possible et ouvre l'application du jeu, faisant exactement le contraire de ce que son ami lui avait littéralement déconseillé quelques heures plus tôt. Il voit son personnage chibi à l'écran et se dit qu'il s'inquiétait pour rien, que ce n'est qu'un jeu normal. Ses compteurs de bataille et de victoire affichent un 0 rouge avec le bouton de démarrage en dessous. Il appuie dessus, se met en file d'attente et est instantanément jumelé avec le meurtrier poilu psychotique Banda. Kaname reconnaît le type poilu comme la mascotte du club de baseball local et se demande comment le jeu a pu obtenir son nom dans l'avatar alors qu'il n'a même pas encore créé de compte. C'est alors qu'il se retourne et voit le vrai Banda assis en face de lui sur son siège, tenant un couteau à la main. Il se lève et commence à marcher vers lui comme un psychopathe, puis utilise une attaque lourde sur Kaname avec son couteau. Kaname esquive sur le côté et demande ce qu'il fait, mais Banda continue simplement de l'attaquer sans un mot. Kaname bloque son couteau avec son sac, puis le repousse d'un coup de pied avant de s'enfuir à toutes jambes et de descendre du train. Il court vers un poste de police voisin et dit à l'officier que ce fou essayait de le tuer. L'officier de police pense qu'il l'a frappé et essaie d'arrêter Banda, mais celui-ci lui dit qu'il n'est que de la chair à canon et le tranche en un seul coup. Il s'approche ensuite et s'apprête à porter le coup de grâce à Kaname, mais est soudainement touché par une arbalète dans le dos. Il s'avère que c'est Hiroyuki qui se tient derrière lui avec l'arme. Il dit à Kaname qu'il gagnera le match s'il parvient à échapper au tueur ou à épuiser le temps imparti sur son écran. Banda utilise une technique d'invisibilité et disparaît de la scène comme la vie sociale d'une perruque, mais Hiroyuki lui dit de se mettre en mode Sharingan et lui plante une autre flèche dans le casque. Banda est surpris et son invisibilité se dissipe, mais il fonce alors droit sur lui comme un fou et le poignarde à l'estomac. Kaname ramasse Hiroyuki et sort pour l'emmener à une ambulance. Il lui demande ce qui se passait et comment Banda est devenu invisible, et Hiroyuki explique que ce doit être le pouvoir de son sigil et que c'est le jeu de Darwin. Kaname emmène ensuite Hiroyuki dans un parking couvert, et il s'y cache de la mascotte poilu sadique. Il essaie d'appeler une ambulance, mais Hiroyuki révèle que, tant qu'il est dans le jeu, il ne peut ni appeler ni envoyer de message à quiconque en dehors du jeu. Ils restent tous les deux assis là, observant Banda les chercher dans les environs.
Lorsque deux joueurs sont en match, leurs écrans affichent approximativement la position de l'autre, ce qui facilite la tâche du tueur pour trouver sa proie. Banda finit par localiser leur position dans le parking et y entre pendant que Noga reste caché. Kaname reçoit un message de quelqu'un nommé Shuka qui lui dit qu'elle peut l'aider s'il le souhaite. Hiroyuki lui dit de s'enfuir et de le laisser derrière lui, et qu'il sera bien plus en sécurité si son cul recherché est loin de lui. Après avoir entendu cela, Kaname descend et se montre à Banda, puis court partout, le faisant le poursuivre comme dans un dessin animé des Looney Tunes. Il finit par laisser Banda aux toilettes où il se cache dans les casiers. Banda entre et dit « Psych Mother Flipper » en sortant un pistolet de sa poche. Il dit l'avoir pris à l'officier de police plus tôt et commence à tirer sur toutes les cabines à l'intérieur. Mais à ce moment-là, Kaname joue la carte inversée UNO et lui saute dessus par derrière avec un extincteur, le faisant tomber. Il se met ensuite sur lui et commence à le frapper, mais Banda le repousse d'un seul coup de poing au visage, puis commence à marcher vers lui avec son couteau et son invisibilité activée. Kaname pense que c'en est fini pour lui, mais à ce moment-là, l'armure scénaristique entre en jeu et Truck-kun envoie son petit cousin, Karkun, conduit par une paire d'idiots, qui percute le monstre poilu invisible et le projette contre le mur. Après cela, il pense avoir heurté quelqu'un et s'enfuit en toute hâte. Une fois les PNJ partis, Banda redevient visible et révèle qu'il a perdu. L'écran de Kaname confirme le fait, puis il voit Banda disparaître morceau par morceau comme une réalité virtuelle pixelisée, alors qu'il dit s'être amusé à jouer au jeu, contrairement à son travail de merde, et s'évanouit de la scène, laissant derrière lui une silhouette corporelle pixelisée là où il est mort. Après cela, Kaname se souvient qu'il a un ami mourant en bas et commence à courir vers lui tout en appelant une ambulance. Mais lorsqu'il atteint l'endroit, il ne voit qu'une silhouette corporelle et réalise que Hiroyuki est mort. C'est alors qu'il reçoit son dernier message, qui lui dit de survivre. Quelque part sur un toit, la fille blonde Shuka reçoit une notification indiquant que son ami de jeu Kaname a vaincu Banda et dit qu'elle est excitée de jouer au jeu avec lui. Le lendemain matin, Kaname se réveille chez lui et lit les journaux de son compte de jeu. Ils indiquent qu'il a gagné un match classé et a obtenu 10 points. De plus, il est monté au rang D3 et sa vie est toujours aussi misérable, mais il a débloqué la fonction gacha. En lisant ce mot, il se souvient d'Asmongold d'un instant puis tente sa chance au gacha rare pour un point et gagne un pistolet 2 étoiles. Soudain, il reçoit une livraison d'Amazon jetée à l'intérieur de son appartement. Il ouvre la boîte et y trouve une arme, se demandant à quel point ce jeu est tordu. Après cela, il discute avec Shuka par SMS et il décide de se retrouver dans un entrepôt abandonné la nuit et elle lui donnera tous les détails du jeu. Au début, il est sceptique à l'idée d'y aller, mais décide d'y aller quand même, sinon il n'apprendra jamais rien sur le jeu. Il laisse son arme derrière lui mais investit tout son argent de poche dans un sac à dos rempli d'outils d'autodéfense. Pendant ce temps, des joueurs du 8e clan mettent une raclée à des membres de Yakuza et les anéantissent complètement en tuant tout le monde, y compris leur chef. Ils semblent enquêter sur les récentes morts de joueurs, et l'une d'entre elles reste une affaire non résolue pour eux. Plus tard cette nuit-là, Kaname rencontre Shuka dans l'entrepôt, et elle lui permet de poser une question avant de lui faire entièrement confiance. Il lui demande un moyen de quitter le jeu, mais elle répond que jusqu'à présent, la seule façon de quitter le jeu est soit de mourir, soit de le gagner entièrement. Il pense que tout cela est absurde, mais elle répond qu'elle n'a pas fait les règles et qu'elle n'est qu'une joueuse elle aussi. Après cela, elle commence à le questionner à son tour et lui demande son sigil. Elle dit que lorsqu'un nouveau joueur commence le jeu, il est mordu par un serpent qui lui donne des pouvoirs évolutifs uniques qui lui permettent de jouer à ce jeu. Même s'ils ne savent pas quand c'est, ils devraient pouvoir l'utiliser naturellement, et cela lui est également indiqué sur leur écran. Kaname vérifie son écran pour le nom de son sigil, mais il n'y a qu'une erreur affichée, et Shuka dit qu'elle ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui ne connaît même pas son sigil. Après cela, elle prévoit de l'attaquer, mais Kaname l'aveugle avec une lampe de poche et commence à s'enfuir pour sauver sa vie. Il se précipite vers l'entrée, mais Shuka ferme la porte avec la télécommande, puis il attaque par derrière avec une chaîne modifiée. Kaname s'enfuit et se cache derrière des tuyaux, mais Shuka allume alors toutes les lumières et court à découvert. Il essaie de vérifier toutes les sorties, mais elles s'avèrent toutes verrouillées, et Shuka dit qu'il n'a plus nulle part où courir. Elle dit qu'elle y allait doucement avec lui pour qu'il puisse lui montrer son sigil, mais il semble que ce sera une déception et décide de l'achever avec ses chaînes. Son sigil est de pouvoir contrôler ses chaînes par la pensée, et elle les utilise pour le poursuivre alors qu'il court pour sauver sa vie. En s'enfuyant, Kaname adopte la mentalité d'un joueur de League of Legends et commence à se plaindre de la conception du jeu et de l'équipe d'équilibrage des champions, et s'écrie que s'il avait une arme en ce moment, il n'aurait pas pu se défendre. C'est alors qu'une arme apparaît soudainement dans ses mains et il se demande si Morda a enfin écouté sa supplique et se retourne pour tirer sur Shuka. Shuka est surprise de voir une arme apparaître dans ses mains et esquive de justesse la balle. Après cela, Kaname continue de courir tandis que Shuka le poursuit, et il n'arrête pas de lui dire de déclarer match nul, et qu'il ne veut vraiment pas la combattre. À un moment donné, il a eu le temps de reprendre son souffle, et il réfléchit à ce qu'elle a dit sur le sigil étant aussi naturel que la respiration. Il repense au moment où il a fait apparaître l'arme dans sa main,
puis utilise son sigil pour créer du ruban adhésif et du fil et lui tend un piège. Après cela, il l'attire près du boîtier électrique et lui tire dessus avec l'arme fixée sur un tuyau. Shuka esquive la balle, mais cela éteint les lumières. Kaname révèle qu'il avait ajusté ses yeux à l'obscurité au préalable afin de pouvoir l'attaquer dans le noir, puis se précipite vers elle tout en esquivant ses chaînes. Après s'être approché, il crée un pistolet paralysant dans ses mains et pousse Shuka au sol, puis se met sur elle, son pistolet pointé sur son visage. Il lui dit qu'il ne veut pas qu'elle disparaisse petit à petit comme les autres, et elle réalise qu'il dit la vérité et qu'il ne sait en fait pas de quoi il s'agissait dans tout ce jeu. Elle dit que c'est ce qu'on appelle la mesure de perte totale de points et accepte la défaite, et dit qu'elle obéira désormais à ses ordres. Une partie de ses points est transférée à Kaname, et notre gars gagne sa première membre de harem. Une fois le combat terminé, il tombe sur ses genoux et s'endort, puis ouvre les yeux le lendemain dans son lit. Après s'être levé, elle lui dit qu'elle aimerait qu'il crée un clan avec elle dans le jeu. Elle lui parle également de la fonction d'abri, qui permet aux joueurs d'échanger 10 points pour que leur nom soit retiré de la liste des concurrents de match de classe. Kaname vérifie son solde et il est maintenant à 639 après avoir gagné contre Shuka la nuit dernière. Après avoir assimilé tout cela, il accepte sa demande de créer un clan et elle dit que pour créer un clan, il faut être au moins de rang B2. Il lui demande si ce ne devrait pas être elle qui crée le clan, puisqu'elle est déjà de rang A4, mais elle répond que dans des situations comme celle-ci, un garçon doit prendre les devants, et nous savons tous où cela mène, n'est-ce pas? Sur ce, elle lui dit qu'elle les appellera ce soir, et ils se séparent. Sur le chemin du retour, Kaname essaie de convertir 10 points en argent juste pour voir comment ça marche, et cela lui rapporte 1 million de yens sur son compte bancaire. Pour vous, les otaku américains, c'est environ 600-700 $ de plus que ce que vous avez sur votre compte. Le jour suivant, Kaname se rend à la statue de Moa à Shibuya, qui est recouverte d'une bâche en plastique pour une raison quelconque. Bientôt, Shuka arrive sur les lieux et dit qu'ils vont maintenant avoir leur premier rendez-vous. Il l'interroge sur la notification d'événement qu'ils ont tous reçue. Elle dit que l'événement aura lieu juste là à Shibuya, et qu'il est tout à fait naturel pour eux de se familiariser avec les lieux avant que cela ne commence. Elle dit que pour l'instant, ils iront au parc Yoyogi, et en chemin, elle lui explique quelques règles du jeu. Règle numéro 1, ne jamais parler du jeu aux normaux ni divulguer d'informations à son sujet à des personnes extérieures. Il est donc préférable de s'y référer simplement comme le jeu en public, et certaines personnes l'appellent aussi le jeu D. Elle lui dit ensuite qu'il devrait être particulièrement sur ses gardes autour de Shibuya car récemment, un incident s'y est produit où 12 personnes ont perdu, et sont mortes près de la statue qui était recouverte plus tôt. L'endroit est également contrôlé par le 8e clan, il y a donc généralement beaucoup de joueurs dans la zone. Après cela, il retourne à la gare et visite quelques centres commerciaux pendant que Shuka fait du shopping pour des vêtements. Pendant ce temps, l'une des joueuses, surnommée l'analyste, qui a suivi Kaname et ses exploits jusqu'à présent, transmet des informations à son sujet à un membre du Danjo Boxing Club. En retour, elle demande des informations sur la récente notification d'événements de chasse au trésor, et il répond que la seule chose qu'il sait, c'est que tous les joueurs n'ont pas reçu cette notification. Après cela, il se dirige vers la gare car il a ses propres plans pour Kaname. D'autre part, Kaname attend dehors que Shuka finisse de se maquiller et se fait soudainement voler son téléphone par le gars du club de boxe qui le cherchait. Le gars révèle son visage et lui dit de le suivre. En chemin, il dit que normalement, une personne ne peut pas utiliser le téléphone de quelqu'un d'autre pour jouer au jeu, mais que ce serait quand même un problème de perdre son téléphone, alors il ferait mieux de le suivre discrètement. Après cela, il l'emmène dans une ruelle et dit que les gens parlent de lui comme du noob solitaire qui a vaincu le tristement célèbre chasseur de rookies poilu et la reine invaincue. Sur ce, il le défie en un combat immédiat et dit qu'il a toujours voulu se mesurer à un joueur fort et grimper dans le classement. Kaname répond qu'il ne veut combattre personne et qu'il a juste été aspiré dans le jeu sans savoir dans quoi il s'engageait. Mais l'autre gars n'a rien voulu savoir de ces bêtises de mauviette et a commencé à se battre en lui lançant des coups de poing en rafale. Il lui assène immédiatement un coup solide au visage et le met à terre. Se sentant déçu, il lui dit d'appeler Shuka ou quiconque change ses couches et qu'il les attendra jusqu'à ce qu'il en finisse avec lui. Mais alors, Kaname dit « Surprise Mother Flipper » et le frappe avec un pistolet paralysant à la jambe. Il dit qu'il ne travaille avec personne et joue seul et se prépare à le frapper à nouveau. Le boxeur se demande où il gardait ce pistolet paralysant et la première pensée qui lui traverse l'esprit est son cul, mais il reprend ensuite ses esprits et dit que cela doit être lié à son sigil. Après cela, Kaname se précipite vers lui et essaie de le frapper à nouveau avec le pistolet paralysant, mais il le repousse d'un coup de genou au visage. Kaname tombe en arrière et prend son téléphone en otage, en y posant son pistolet paralysant et en disant qu'il le fera frire à moins qu'il n'accepte la défaite. Pendant ce temps, Shuka sort de la salle de bain et se demande où est passé son esclave, puis reçoit un appel de la fille analyste qui lui dit qu'elle a enquêté sur la personne qu'elle avait demandé et qu'il semble qu'ils n'appartiennent pas au Danjo Boxing Club. Elle dit ensuite qu'elle a également vérifié le 8e clan et que bien qu'elle ait peu d'informations sur leurs nouveaux membres, Sig, elle ne pense pas que ce soit leur homme. De plus, elle a peu ou pas d'informations sur Wang car il a tué tous ceux qui l'ont rencontré, et faire parler les morts ne fait pas partie de ses compétences.
Shuka dit qu'elle la paiera le triple si elle parvient à trouver des informations sur la personne qu'elle cherche, puis l'analyste lui demande si elle veut des informations sur Kaname. En entendant son nom, Shuka devient folle de rage et lui dit de lui donner toutes les informations qu'elle a sur lui et elle la laissera vivre. Après cela, elle sort pour le trouver et le voit se battre avec le boxeur blond dans une rue. Elle commence immédiatement à attaquer le boxeur avec ses chaînes, mais il les esquive toutes. Après cela, Kaname le menace une fois de plus et le gars se rend. Il se présente ensuite comme Inukaïf du Danjo Boxing Club. Il récupère son téléphone et dit que l'événement de chasse au trésor est sur le point de commencer. Ils regardent tous leurs écrans de téléphone et soudain, des boîtes de téléportation s'enroulent autour de leur corps. Shuka dit que cela se produit avant la téléportation pendant les événements et qu'il semble qu'ils seront tous séparés. Sur ce, Kaname est envoyé dans une chambre d'hôtel et il regarde son écran et se demande si ce n'est qu'un jeu de chasse au trésor amical normal. Il y a un total de 300 joueurs dans le jeu, y compris Wine, l'analyste et quelques autres. Le but de l'événement est de collecter des anneaux, et quiconque ne parvient pas à collecter au moins 3 anneaux avant la fin de l'événement verra sa partie terminée. L'édition de la chasse au trésor commence avec une fille en uniforme scolaire attaquant Wine avec une attaque de flamme, mais tombant ensuite instantanément vers sa mort depuis le toit, marquant le début de ce festival de massacre. D'autre part, Shuka parcourt les rues de Shibuya pour trouver son animal de compagnie Kaname, alors qu'elle tombe sur la silhouette corporelle de la fille qui est tombée plus tôt. Les gens sont rassemblés autour, prenant des photos, mais soudain, un bruit aigu vient du ciel, et une fois que c'est terminé, tous les normaux commencent à rentrer chez eux comme s'ils étaient hypnotisés. Shuka remarque qu'ils ne doivent pas vouloir que les normaux mettent leur nez dans l'événement, et c'est pourquoi ils les ont tous fait partir. De retour à l'hôtel, Kaname lit les instructions de l'événement, et la mascotte serpent de l'application raconte que c'est un événement de chasse au trésor où les joueurs peuvent accumuler beaucoup de points. Le trésor est dispersé dans la zone sous la forme de 7 types d'anneaux distincts, chacun orné de gemmes différentes. Chaque anneau peut être échangé contre un nombre précis de points, et les joueurs peuvent se battre pour les obtenir s'ils le désirent. Tous les participants sont en mode bataille royale, mais ils ne peuvent pas utiliser la fonction de recherche avant la fin de l'événement. En outre, ils ont accès à des applications d'affichage de cartes et de caméras AR, ce qui les aidera grandement dans leur quête. Enfin, tout joueur qui ne possède pas au moins 3 anneaux à la fin de l'événement perdra la partie et sera en gros envoyé à Narnia. Quitter la zone de l'événement entraînera également un game over immédiat. Kana constate qu'il n'y a que 300 anneaux pour cette première manche, ce qui signifie qu'un tiers des joueurs sera éliminé à la fin, et cela ne semble pas très amusant ni amical. Il décide d'appeler sa maman Shuka avant de faire pipi dans son pantalon, mais l'opératrice lui répond qu'il ne peut pas, car ils sont en jeu, et qu'il ne doit contacter les autres qu'en utilisant leur fonction de chat buggée intégrée au jeu. Il utilise ensuite l'application d'affichage de cartes et voit de nombreux anneaux sur la carte, puis l'application de caméra AR pour constater que la ville à l'extérieur ressemble à des ruines lorsqu'elle est vue à travers l'application. De plus, des lumières rouges à divers endroits indiquent la présence d'anneaux, et l'un d'eux se trouve juste à côté de lui sous le lit de sa chambre. Il se baisse et récupère l'anneau, qui s'avère être un anneau doré du jeu Sonic le Hérisson sur Sega. Il ressemble à un bracelet de rubis lorsqu'il est vu via l'application de caméra AR et vaut 500 points, ce qui équivaut à 335 000 $ de plus que la pauvre elle. Il ouvre ensuite sa porte pour sortir, mais commence à se chier dessus en voyant une silhouette juste devant la pièce. Il essaie de glisser le long du mur pour l'éviter, mais se retrouve enseveli dans une autre silhouette murale et réalise qu'il est vraiment dans de sales draps. Il y a plus d'un joueur à l'intérieur de l'hôtel, et il doit absolument courir dehors s'il veut survivre. Il vérifie son environnement avec l'application de caméra AR, et remarque diverses lumières rouges d'anneaux se déplaçant à différents étages, ce qui signifie que ce sont des personnes qui les ont ramassées. Il court vers l'ascenseur pour descendre, mais utilise son cerveau pour une fois et décide d'emprunter l'escalier à la place. Il crée un pistolet avec son seau et remarque quelqu'un qui arrive à son étage. Il décide de se battre s'il le faut, mais regrette instantanément en voyant que c'est Ghost de Call of Duty, prêt à le cribler de balles avec sa mitrailleuse. Il se met à dévaler les escaliers comme de la chair à canon d'anime, mais voit alors d'énormes racines d'arbres bloquant toutes les sorties vers le rez-de-chaussée. Il se précipite vers l'ascenseur, mais Ghost le rattrape, lui son cul paresseux, et lui dit que c'est la fin de la partie. N'ayant plus d'autre choix, il lui lance son anneau et dit qu'il n'a rien d'autre à donner, donc cela devrait suffire. Mais Ghost continue de le regarder, lui son derrière, et se demande si c'est vraiment le cas. Notre jeune Kaname réalise que Ghost pense et le supplie de l'épargner, affirmant qu'il n'a vraiment rien qui vaille son temps, mais Ghost lui répond qu'il tient une arme et que quiconque est prêt à tirer doit aussi être prêt à prendre une balle lui-même. Il lui dit alors bye bye et s'apprête à lui faire un nouveau trou, mais sa gâchette se bloque et l'arme ne tire pas. Kaname y voit une opportunité, se retourne, son arme pointée sur lui, et lui dit qu'il le tuera s'il ne se rend pas. Ghost regarde son cul de nerf efféminé et lui dit d'y aller, de tenter sa chance, sachant pertinemment qu'il n'a pas les couilles de tirer. Il répare ensuite son arme juste devant lui, puis la pointe à nouveau. C'est alors que l'ascenseur arrive et que ses portes s'ouvrent. Ghost passe simplement devant lui, entre et dit que ses balles ne valent peu, être pas la peine d'être gaspillées sur lui, puis s'en va. Après son départ, Kaname tombe au sol et se demande ce qu'il y a de si amusant à tuer les autres.
puis dit que malgré toutes ces conneries, il doit absolument mettre la main sur 3 anneaux, sinon il mourra. Il accepte ses idéaux de mauviette et dit qu'en fin de compte, s'il veut survivre dans ce jeu, il doit tuer les autres, et c'est tout. Bientôt, l'ascenseur arrive et il décide d'y entrer, mais s'arrête en entendant une jeune fille lui parler par derrière. La fille s'avère être l'analyste, et elle le prévient que s'il ne veut pas mourir, il ne devrait pas prendre l'ascenseur. Il dit qu'un enfant ne devrait pas être dans ce jeu, et que l'escalier est bloqué par des arbres bizarres, donc l'ascenseur est la seule issue. Mais il se retourne alors pour regarder à l'intérieur de l'ascenseur et trouve Monsieur Ghost mort, avec des vignes et des branches dans ses orifices. La fille lui dit qu'à partir de là, il est clair que les joueurs à l'intérieur sont piégés par quelqu'un ayant un signal pour contrôler les plantes et qu'ils les retiennent tous en otage. Kanam dit que d'après son scan précédent, il a pu voir plus de 10 joueurs dans le bâtiment et la fille dit qu'il y en avait 25 au début. Elle se présente ensuite comme Rim, l'analyste, et suggère qu'en tant que ras acculé, il devrait faire équipe jusqu'à ce qu'il s'échappe de cet hôtel. Pendant ce temps, quelque part en dehors de la zone de jeu, les membres des Illuminati se rassemblent pour regarder cette chasse au trésor diffusée en direct. L'annonceur révèle que la meilleure gagneuse jusqu'à présent est Shuka avec 1900 points et 6 anneaux. Elle était à 49 victoires et 0 défaites jusqu'à sa défaite aux mains du Solo Mew, mais elle reste une combattante redoutable. En deuxième position, on trouve le chef du 8e clan, Wang, avec 5 anneaux, mais son clan en possède plus de 18 au total. Après cela, de la 3e place et au-delà, c'est la mêlée générale avec beaucoup de choses qui se passent dans la tour centrale de Shibuya, qui est enveloppée de vignes et de plantes. C'est alors que l'hôte du casino arrive et rencontre un vieil homme à l'air riche. Il révèle que son nom est Thémis, et elle se présente comme la gérante de la Trinité. Je suis sûr que Ga a quelque chose à dire à ce sujet. Quoi qu'il en soit, ils regardent tous l'écran pour apprécier 4 noobs qui poursuivent Shuka, pensant avoir l'avantage sur elle grâce à leur nombre. Mais Shuka leur rappelle que des noobs sans valeur, avec une valeur nulle, sont tous pareils, peu importe leur nombre, car 0 multiplié par 4 reste 0. Elle tue d'abord 2 d'entre eux et s'enfuit, les laissant gaspiller leur énergie à la poursuivre. Ils lui tirent dessus avec leur seau, mais elle les neutralise immédiatement d'une seule attaque et se demande ce que Kanam fabrique. Temi dit qu'elle aime Shuka, mais le vieil homme affirme qu'il préfère les garçons et qu'elle aurait été parfaite si elle avait été un homme. Temi remarque son côté misogyne et dit que malgré tout cela, les joueurs et les spectateurs bénéficient tous de cet événement alors qu'ils se battent pour l'argent et des signaux puissants, et c'est certainement une expérience unique. De retour à l'hôtel, Rin fait à Kaname un discours de motivation sur la beauté de la fuite et de ne pas tuer les autres, et ils forment tous deux une alliance pour le moment. Il entre dans l'ascenseur pour voir le corps du fantôme, qui est probablement un vrai fantôme maintenant, et en profite pour copier sa mitrailleuse. Il descend ensuite l'escalier pour voir s'ils peuvent passer les racines, mais il constate qu'il leur faudrait une tronçonneuse pour cela, et qu'il ne peut pas encore en créer une. Il demande ensuite s'ils peuvent descendre par la fenêtre avec une corde ou quelque chose comme dans les films, et Rin lui répond qu'ils sont à 40 étages de hauteur, et que s'il peut survivre grâce à son armure scénaristique, elle n'est qu'un personnage secondaire, donc il n'y a aucune chance qu'elle prenne cette voie. Après cela, ils commencent tous à monter les escaliers et il lui demande si elle sait qui pourrait être derrière ces plantes, et elle répond qu'elle n'a pas assez d'informations pour l'attribuer à une seule personne, mais que c'est quelqu'un appelé le forestier. Il ne se montre jamais et pose des pièges pour tuer les autres avec ces plantes. Elle dit que cela signifie qu'ils seront relativement en sécurité tant qu'ils resteront aux étages supérieurs. En entendant cela, Kanam se demande si tout cela est vrai, car les joueurs dans les ascenseurs sont morts, alors pourquoi n'ont-ils pas été téléportés et transformés en art de rue comme les autres? Cela signifie qu'ils sont tous vivants et pourraient le poursuivre. Il utilise sa caméra AR et voit plusieurs joueurs courir après eux depuis le coin. Il attrape Ryan et commence à courir en arrière, et il remarque que tous les joueurs des ascenseurs ont des branches qui leur sortent du corps, et qu'ils se sont alliés pour une raison quelconque. Rin lance une grenade flash et les étourdit tous, puis ils courent tous deux à l'étage pour leur échapper. Kanam utilise son téléphone et constate qu'ils les poursuivent toujours et se demande comment ils connaissent leur position alors qu'ils n'ont pas d'anneau. Rin dit qu'ils pourraient tous être contrôlés par le fleuriste utilisant une drogue de lavage de cerveau issue de ces plantes, et qu'ils pourraient avoir un dispositif sensoriel pour suivre leur position. Sans plantes autour d'eux, cela n'a pas de sens pour Kanam, et il commence à regarder autour de lui, et réalise que le fleuriste est dans la salle de surveillance et utilise les caméras de sécurité du bâtiment pour les surveiller. Kanam abat la caméra et dit qu'il va aller à la salle de surveillance pour faire sortir ce voyeur. Après cela, ils commencent tous deux à courir dans le bâtiment et à détruire autant de caméras qu'ils le peuvent. Ensuite, ils entrent dans une pièce verrouillée que Ryan avait préparée dès son arrivée dans le bâtiment. Ils commencent à planifier leur prochain mouvement et élaborent un plan à deux pour distraire le fleuriste avec des bombes pendant que l'autre personne le trouve et le vainc dans un combat en 1 contre 1. Pendant ce temps, le fleuriste demande à ses hommes de fouiller tous les couloirs par paire et de nettoyer tous les étages un par un. Une fois que ces hommes ont fait leur ronde, ils se demandent où est passé le couple en fuite et réduisent leur emplacement à la pièce exacte en se basant sur l'itinéraire qu'ils ont pris pour détruire les caméras. Ils se demandent s'ils avaient une sorte de faucille qui leur a permis de pénétrer dans une pièce verrouillée sans en obtenir les clés, car elles sont toutes stockées au 1er étage, qui est bloqué par les arbres.
Ces hommes finissent par entrer dans la pièce, mais la trouvent vide. Ils notent qu'il y a des signes de la présence du couple et disent qu'ils doivent être proches. Mais alors soudainement, ils entendent tous une explosion provenant de quelques étages en dessous d'eux. Il envoie ses hommes à la barricade de l'escalier du 26e étage, et nous voyons Rin essayer de faire sauter les racines avec des bombes. Le plan ne réussit pas car les racines s'avèrent trop épaisses, mais tout cela est conforme à leurs attentes. Elle lance ensuite une grenade flash et étourdit tous les joueurs décérébrés qui la poursuivent, puis utilise un pistolet paralysant pour se frayer un chemin. Elle commence à courir à l'étage et nous la voyons esquiver les balles comme Neo dans Matrix. Il s'avère que son saut ait la capacité de calculer les informations de tout ce qui l'entoure, y compris l'emplacement exact et les effets de chaque atome dans la zone. Cela lui permet de prédire l'avenir dans une certaine mesure, et c'est fondamentalement une copie du Sharingan. Cette capacité est appelée l'Apley, d'après le concept démoniaque, et elle l'utilise pour recueillir des informations sur les autres et les vendre afin de survivre dans le jeu. De plus, elle est également capable d'esquiver les attaques et d'abattre les autres, comme si elle possédait une observation avancée du hockey. Elle utilise ses capacités surpuissantes pour abattre tous les hommes décérébrés qui la poursuivent, ce qui fait que le fleuriste s'interroge sur son saut. Pendant ce temps, Kanam se déchaîne et descend au 1er étage en utilisant une corde suspendue à la fenêtre. Il arrive au hall de réception principal et commence à marcher vers la salle de surveillance, mais le fleuriste sort alors lui-même et dit qu'il aimerait discuter avec le garçon avant qu'ils ne commencent tous deux à se battre à mort pour un jeu stupide. Il lui demande ensuite pourquoi il joue à ce jeu, et Kanam répond qu'il a juste été entraîné dedans. Le fleuriste lui dit qu'il joue pour l'argent et que la vie d'une personne vaut entre 100 et 200 000 millions. C'est environ 670 000 à 1 350 000 pour vous les Américains fauchés. Après cela, il équipe son armure végétale et commence à se précipiter vers Kaname. Il lui lance une bombe, mais cela ne fait rien à l'homme plante, et il saute avec un coup de poing puissant qui brise le sol. Kanam recule pour esquiver et essaie de lui tirer dessus avec son pistolet, mais des plantes sortent du sol et lui arrachent l'arme des mains. Kanam dit que cela signifie qu'il peut devenir sérieux et utilise son seau pour créer une mitrailleuse qu'il a copiée plus tôt et commence à lui tirer dessus avec une tonne de balles. Mais à sa grande surprise, les balles rebondissent sur son armure dure et il utilise une vigne pour briser l'arme dans ses mains. Le fleuriste dit que cet échec est mat pour lui, car il est vu à travers son seau, et que c'est la capacité de créer n'importe quelle arme qu'il a déjà vue, mais qu'elle a une limite. Kanam pense qu'il a raison et qu'il peut au maximum utiliser sa capacité quelquefois à cause du mal de tête et de la douleur intense qu'il ressent dans son corps. Il crée ensuite une autre mitrailleuse et lance une bombe sur l'homme plante. Le fleuriste dit qu'il savait qu'il allait le faire et s'approche très près de lui, prêt à le frapper, mais Kanam sourit avec une grenade flash à la main, les yeux fermés. Il l'utilise pour l'étourdir, puis disparaît de la vue. Il s'enfuit, mais le fleuriste le rattrape instantanément et le renvoie voler avec un coup de poing boisé dans les tripes. Il se relève et essaie de lui tirer dessus, mais le fleuriste crée un bouclier et dévie simplement toutes ses balles. Puis le repousse avec une autre gifle de sa vigne. Kanam tombe au sol et le regarde marcher vers lui comme le boss final qui a gagné. Il se demande si c'est la fin pour lui, mais alors l'armure scénaristique entre en jeu et il commence à entendre la voix de l'homme en lui. Son signal lui parle de la façon dont il peut non seulement produire des choses qu'il a touchées une fois, mais il obtient également toutes les informations sur cet objet et la meilleure façon de l'utiliser. La dernière fois qu'il a tiré sur l'homme-plante, il a dû utiliser son bouclier, ce qui signifie qu'il considérait ses balles comme une menace. Avec ces informations, il devrait savoir quoi faire pour percer et gagner cette bataille. Avec cette amélioration de monologue interne, Kaname se lève et commence à lui tirer dessus comme un maniaque. Il modifie l'arme en réduisant sa durée de vie pour augmenter la pression et la puissance de tir, ce qui permet à ses balles de traverser l'armure boisée. Ils épuisent tous deux leur saut et s'effondrent au sol, mais le fleuriste tombe le premier, ce qui marque la victoire de Kaname. Il lui dit de l'achever, mais Kaname lui répond de mourir d'une maladie ou autre, et qu'il n'a aucun intérêt à tuer les autres. C'est alors que Ryan arrive par derrière, son arme pointée sur la tête du fleuriste. Elle lui demande des informations sur le nombre d'anneaux dans le bâtiment et il lui répond qu'il devrait y en avoir environ 24. Après cela, elle lui demande s'il savait que le chef du 8e clan participait également à l'événement. Elle dit que la majorité des joueurs puissants ont déjà collecté tous les anneaux de la zone et que la première étape de l'événement touche à sa fin. Cela signifie que bientôt le 8e clan les attaquera pour leurs anneaux, et comme ils se sont épuisés ici, ils ne pourront ni se défendre ni riposter. Pour leur donner à tous une chance, elle suggère qu'ils forment un clan improvisé pour lutter contre le 8e clan, afin d'avoir de meilleures chances de survie. Après avoir formé leur clan ransac, ils s'allongent pour se reposer et récupérer leur seau. Kanam dort pendant 3 heures pendant qu'Iraji installe plus de barricades pour empêcher les autres d'entrer. Après le réveil de Kanam, ils se rassemblent tous à un seul étage et décident de parler aux fantômes. Ils lui offrent 3 anneaux et le libèrent en échange de la promesse de ne pas leur être hostile pendant l'événement. Au début, il lui propose de rejoindre leur clan, mais il refuse de faire équipe avec l'homme plante qui lui a lavé le cerveau. Il demande ce qu'il en est des 2 autres joueurs avec lui.
et ils répondent qu'ils leur ont donné 3 anneaux et les ont laissés partir avec leurs blessures. Une fois tout cela réglé, ils commencent à parler de leur plan pour lutter contre le 8e clan, et Ghost devient furieux en entendant leur nom. Il dit qu'il pourrait finalement rejoindre leur clan pour se venger de Wang. Kanam partage également que Shuka sera bientôt là pour les rejoindre à l'hôtel, rendant leur clan fort de 5 hommes. Pendant ce temps, Y et son gang décident de se lancer à fond dans cette affaire d'hôtel et de planter leur croc dans le gang de Mauviettes des Nouvelles en solo pour récupérer leurs 20 anneaux. Pendant que vous réfléchissez tous à ce que je viens de dire dans cette phrase, laissez-moi vous expliquer ce qu'ils comptent faire. Wang décide d'attendre la tombée de la nuit pour lancer une attaque de grande envergure avec plus de 20 membres de son clan, y compris certains qui ne font pas partie de l'événement, afin d'éliminer les joueurs de l'hôtel et de récupérer tous leurs anneaux. Jusqu'à présent, il a collecté plus de 32 anneaux avec l'aide des membres de son clan, et il veut obtenir plus de 50 anneaux pour devenir le champion de l'événement et bénéficier des privilèges spéciaux dont on parle pour ce titre. De retour à l'hôtel, Kaname et les autres se rassemblent autour d'une table et discutent de leur plan. Ils partageront les anneaux équitablement, la moitié des points allant au fleuriste, car il a fait la majeure partie du gros travail à ce stade. De plus, ils attendront que le 8e clan les attaque, puis ils les intercepteront lorsqu'ils iront chercher les anneaux. Le fantôme retire son casque et révèle que son nom est Ryuji. Il dit qu'il veut se venger de l'avidité de Wang, car ils ont un passé commun, puis demande s'ils tomberont même dans ce plan. Ryan dit qu'ils viendront à coup sûr, mais même s'ils ne le font pas, ce sera une victoire pour eux, car ils ont tous les anneaux nécessaires juste là. Après cela, elle dit que quelque chose dans les règles de cet événement la dérange, car les points ne sont pas attribués en fonction de la préciosité des pierres et cela semble vraiment contre nature. De plus, dans les règles, il n'est fait aucune mention des anneaux comme étant le trésor de cette chasse au trésor, ni de ce qui est requis pour terminer l'événement, ce qui signifie que le vrai trésor est autre chose. Ryuji dit qu'il devrait en parler après s'être occupé du 8e clan, puis demande à Kaname des nouvelles de Shuka, et si elle n'allait pas venir les rencontrer bientôt. Il dit qu'elle devrait arriver bientôt et vérifie ses messages, mais il a peur lorsqu'il reçoit un message d'elle demandant de l'aide. De retour à la gare de Shibuya, nous voyons Shuka marcher dans la station souterraine tandis qu'une fille aux cheveux blancs la suit sans se faire remarquer. Elle scanne la zone à la recherche d'anneaux mais n'en trouve aucun. Elle pense qu'il pourrait y avoir encore des angles morts et continue d'avancer, sentant que quelqu'un l'observe. C'est alors qu'elle est attaquée par de l'eau, mais elle esquive à temps et se demande si c'est le sceau de quelqu'un. Elle commence à courir vers la sortie et trouve l'enfant aux cheveux blancs qui se tient là. Elle les attaque avec ses chaînes, mais l'eau devant eux gèle, arrêtant son attaque. Elle utilise ensuite ses chaînes comme une perceuse pour passer à travers, mais l'enfant gèle cela aussi, lui retirant ses chaînes. Elle court alors vers l'autre sortie, mais l'eau commence à inonder la station, et elle finit par se noyer avant d'envoyer un message à Kaname pour obtenir de l'aide. Du côté de Kaname, il décide d'aller l'aider, et Ryuji le rejoint avec son arme. Shuka dit qu'elle les aidera depuis le toit en tant que sniper, tandis que le fleuriste tiendra le fort. Kaname et Ryuji sortent et notent que l'emplacement de Shuka n'est qu'à 5 minutes à pied d'eux, alors ils commencent à marcher vers elle prudemment, sans anneau dans les mains. Ils notent qu'il ne reste que 168 joueurs sur les 300 d'origine, et que cela ressemble à un événement chic où tout Shibuya leur appartient, avec des gens normaux autour. Kaname parle à Ryuji de son sceau et dit qu'il ne peut copier que des armes de base, et que certains objets comme les smartphones et les voitures sont hors de sa portée. Il lui demande pourquoi il joue et quel est son sigil. Ryuji répond qu'il est là pour gagner, l'argent étant son but et que son sigil est nul, mais lui permet de voir si quelqu'un ment ou non. Il maudit ensuite Ryo pour leurs problèmes d'équilibrage, et ils atteignent finalement la station de métro où ils retrouvent l'enfant aux cheveux blancs qu'ils avaient vu plus tôt. Ryuji leur dit d'arrêter de se cacher et de sortir à découvert. Sinon l'étrange individu à côté de lui leur lancera une grenade. L'enfant sort, et Kaname remarque qu'ils ont l'air encore plus jeunes que Ren. Pendant ce temps, en parlant de Rin, elle trouve un code QR sur la bague et le scanne avec son téléphone pour obtenir un code numérique. Le fleuriste s'approche également et il scanne toutes les bagues pour trouver différents numéros tandis que certaines bagues portent les mêmes codes. Ils y réfléchissent et décident que le véritable trésor de cet événement est tout autre et qu'ils auront besoin de tous les types de bagues pour obtenir le code complet et ainsi percer ce mystère. D'autre part, l'enfant dit à Ryuji qu'ils n'ont pas d'armes et qu'ils ne les attaqueront pas. Ryuji confirme qu'ils disent la vérité et ils passent devant eux pour se rendre à la station de métro. L'enfant leur dit de ne pas y aller car cela pourrait être dangereux. Et Ryuji remarque qu'elle leur cache quelque chose, car elle sait pertinemment qu'il y a un danger là-bas. Après avoir atteint l'escalier, il constate que tout l'endroit est inondé et Kaname décide de partir à la recherche de Shuka, disant à Ryuji que s'il ne revient pas dans les 5 minutes, il pourra donner ses bagues à l'enfant et retourner à l'hôtel. Une fois qu'il est parti, Ryuji pointe son arme sur l'enfant et leur dit qu'ils ont déjà menti une fois et qu'il ne veut pas avoir le sang d'un enfant sur les mains. Il leur demande de lui dire tout ce qu'ils savent sur l'eau dans la station, mais l'enfant utilise sa faucille et l'attaque avec l'eau d'une bouche d'incendie sur le bord de la route, puis gèle sa gâchette et s'enfuit. Mais Ghost décide de les poursuivre car il est certain qu'ils ont un lien avec l'inondation et qu'ils doivent détenir des informations importantes.
L'enfant court à l'intérieur d'un bâtiment, se cache et il s'avère qu'il souffre d'un trouble de la personnalité multiple. C'est le corps d'une fille nommée Sui qu'elle partage avec l'âme de son frère, Shoda. Shoda possède le cigare de glace, tandis que Sui a celui de l'eau. Elle ne veut tuer personne, mais Shoda est plus réaliste et sait qu'ils doivent obtenir les bagues s'ils veulent survivre à cet événement. Ghost leur dit de sortir car il veut leur parler, mais Shota répond « Bien sûr, mec, on ne tombera pas dans le panneau » et commence à discuter avec Sui de la façon de vaincre le type. Elle accepte de l'aider et utilise son signal pour déplacer l'eau des égouts à côté de lui, mais Ghost esquive les pics de glace juste à temps et commence à tirer au hasard pour les faire sortir. Shota élabore un plan et utilise son téléphone comme appât pour attirer Ghost à l'intérieur du magasin. Il se dirige vers le rayon des boissons et trouve le téléphone par terre. Il se demande ce que l'enfant pense mais est soudainement trempé par l'eau des bouteilles et gelé instantanément. Shota s'approche de lui et dit que c'est la fin, mais Sui arrête sa main et dit qu'elle ne veut pas vivre si cela signifie qu'elle devra tuer quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, Kaname nage dans l'eau froide et tombe sur le mur de glace qui emprisonne Shuka. Il fait un trou dans le mur avec son arme, puis utilise son application pour localiser Shuka et la sauve en nageant au-dessus de la surface de l'eau. Il essaie de la ramener à la raison, mais elle est inconsciente. Il se demande ce qu'il doit faire, puis tente de lui faire un massage cardiaque, ce qui la ramène finalement à elle. Quand elle se réveille, elle embrasse Kaname pour l'avoir sauvée et le remercie d'être venu. Après cela, elle lui dit qu'elle joue à ce jeu pour venger ses parents et tuer leur assassin. De plus, elle veut aussi trouver et punir le créateur de ce jeu pour avoir joué avec la vie des gens. Kaname est d'accord et dit qu'il est content qu'elle partage certains de ses objectifs, y compris l'idée de faire payer le créateur de ce stupide jeu. Après cela, il utilise son signal pour créer des chaînes pour elle, et elle utilise ses pouvoirs pour les faire sortir de la station souterraine. Bientôt la nuit tombe, et Wang prépare des bombes et des armes avec plus d'hommes pour envahir l'hôtel. Pendant les préparatifs, il scanne également le code QR sur les bagues et se demande comment le jeu est gagné. C'est alors que la deuxième étape de l'événement commence, avec plus de bagues apparaissant sur la carte, et Wang décide de lancer enfin son attaque sur l'hôtel. Avec de nouvelles bagues apparaissant sur la carte, y compris des diamants et des émeraudes, tout le monde se remet en action et des combats éclatent partout. Kaname envoie un message à Rin concernant la situation et elle lui parle des codes QR et lui demande de lui envoyer le code de la bague émeraude qu'ils ont obtenu de Sui. Kaname fait exactement cela et Rin dit qu'elle obtiendra le code de la bague en diamant pour avoir le code complet. Pendant ce temps, Shuka et Sui se confrontent et Sui s'excuse pour ses actions. Elle révèle qu'elle abandonne cette histoire de combat et qu'elle ne veut pas vivre au point de tuer les autres. Shuka teste ses affirmations avec une attaque, mais lui pardonne ensuite parce que ses manigances les ont rapprochés, elle et Kaname. Parlons d'être une perverse masochiste. Après cela, Sui utilise son cigale pour sécher leurs vêtements et leur dit qu'elle est assez mauvaise pour utiliser ses pouvoirs et que son frère est plus doué pour utiliser son sigil de glace. En entendant tout cela, Shuka décide d'inviter Sui dans leur clan et dit qu'elle n'a pas besoin de se battre ou de tuer d'autres personnes si elle ne le souhaite pas, et qu'elle peut les aider en faisant la lessive et le ménage. Parlant comme une véritable propriétaire d'esclaves, Sui accepte l'invitation, et leur clan commence à prendre une bonne forme. Ghost dit qu'il est d'accord avec tout tant qu'il peut éliminer Wang. Kaname le regarde et lui dit de ne pas oublier que leur objectif principal est de survivre et non d'assassiner Wang, et qu'il devrait s'en souvenir. Il se demande même ce qu'il devrait faire à partir de maintenant, puis reçoit le message de Ryan avec le code final. Il dit à Shuka qu'ils vont abandonner toutes leurs bagues et partir à la recherche du véritable trésor du jeu dans le but de mettre fin à cet événement et de le gagner. Il transmet le plan à Rin et leur dit de s'échapper de l'hôtel pour les rejoindre. De retour à l'hôtel, Rin parle à Eraji du plan de Kaname et dit qu'elle va partir car il n'y a aucune chance qu'il puisse affronter seuls 20 à 30 membres du 8e clan. Eraji dit qu'il a une jeune fille à peu près de son âge qui est vraiment malade. Il a besoin de beaucoup d'argent pour ses frais médicaux et va donc terminer le jeu avec les bagues qui valent des points confirmés plutôt qu'une simple probabilité d'un trésor incertain. Il la laisse partir et reste à l'hôtel avec les 20 bagues, posant davantage de pièges pour les barbares en bas. Les hommes de Wang entrent et commencent à attaquer les plantes avec des bombes, tandis que leur nouveau membre, Sig, les dirige avec son signal de manipulation du feu. Il dit qu'ils prendront l'escalier plutôt que les ascenseurs, car ils seraient piégés, mais ajoute que cela aurait été le cas s'ils n'avaient pas été là. Après cela, il entre dans un ascenseur et dit qu'il va le tester et qu'ils pourront le suivre une fois qu'il aura désactivé les pièges en chemin. Alors qu'il est dans l'ascenseur, il est attaqué par des lianes végétales venant du toit. Mais il utilise sa faucille pour les retirer toutes et les transformer en légumes cuits. Après avoir atteint les étages supérieurs, il scanne la zone et remarque qu'ils ont dispersé toutes les bagues à ces étages et on peut être abandonné l'endroit pour sauver leur vie. Il renvoie un message à ses coéquipiers et leur dit de prendre le même ascenseur pour monter et que c'est déjà terminé. Ces hommes décident de prendre 2 ascenseurs pour monter ensemble. Mais dès que l'autre ascenseur descend, ils sont surpris de voir Eraji sortir de son armure de bois et commencer à les battre comme un fou. Il en attrape un et dit à tous les autres de lui dire où était Wang,
mais ils s'avèrent être des idiots sans cervelle et se font exploser sans se soucier de leur vie. Finalement, Eraji les bat tous et remonte dans l'ascenseur pour s'occuper de Sig à l'étage. Sig se demande ce qui prend tant de temps à ses amis, mais est ensuite surpris de voir Eraji arriver dans l'ascenseur, tout ensanglanté et armuré. Il charge le signal de son feu, et tous deux se préparant à se battre. Pendant ce temps, Rin s'échappe et court vers Kaname et les autres. En chemin, elle s'interroge sur le but de l'administrateur du jeu, et si, avec cet événement de grande ampleur, ils ont cessé de vouloir faire connaître leur jeu aux gens ordinaires. Cette pensée mise de côté, elle réfléchit au code qu'elle a obtenu de toutes les bagues. Elle pense qu'au début, elle a eu du mal à trouver la relation entre les codes, mais est finalement arrivée à la conclusion qu'ils devaient être triés par ordre de dureté des gemmes. L'indice était que le rubis et le saphir avaient le même numéro, et après les avoir arrangés ainsi, le code révèle les coordonnées du centre de cet événement, la gare de Shibuya. Cela signifie que le véritable trésor doit être caché quelque part à l'intérieur. De retour à l'hôtel, Eraji repense aux informations qu'il a obtenues de Rin sur les membres du clan 8. Elle lui avait dit de se méfier de deux membres nommés Link et Sig, qui possèdent un pouvoir télékinétique et la capacité de contrôler les flammes. Dans le cas de Sig, c'est un pyromancien rare qui peut s'envelopper de flammes intenses, le rendant très difficile à affronter avec son sigil végétal. Eraji tente de le combattre de front, mais Sig annule ses attaques en le frappant fort avec son poing gardant, qui brûle son armure. Eraji commence à s'enfuir en essayant de le ralentir avec des barricades, mais Sig les traverse simplement comme si elles n'existaient pas. Il décide ensuite de l'attirer dans un piège avec des grenades cachées dans des lianes, mais avant qu'il ne puisse les déclencher, Ki arrive par la fenêtre derrière lui, utilisant son sigil télékinétique, et le frappe violemment, le renvoyant vers Sig. Pendant ce temps, Sig prépare un puissant coup de poing ardent et déchire Eraji, le faisant rejoindre les rangs glorieux de personnes comme As, Obito, Rengoku et d'autres. Ses organes détruits, il tombe au sol tandis que Sig retrouve Ki et le remercie de son aide. Mais juste à ce moment-là, Eraji utilise le pouvoir de l'amour paternel et se ramène à la vie en faisant pomper son cœur par ses lianes et déclenche le piège à bombe. Il utilise cela comme une distraction pour s'échapper, mais n'arrive qu'en bas, qui protège Sig et lui-même avec ses pouvoirs, puis ils descendent tous les deux pour voir où est passé le jardinier. Ils n'ont pas à le chercher longtemps car ils le trouvent en train de rendre son dernier souffle près de l'escalier, mais dans ces derniers instants, il leur dit qu'il est heureux, qu'il va voir leur sale gueule morte, et utilise ses plans pour faire s'effondrer tout le bâtiment. Pendant ce temps, à la gare de Shibuya, Rin remarque qu'il y a plus de 20 personnes dans le bâtiment et dit que c'est naturel qu'il y en ait autant, car c'est le centre de cet événement. De plus, même si quelqu'un d'autre connaît les codes, elle est la seule à posséder le code de la bague en diamant. Elle se faufile et décide de chercher le trésor seule, mais y renonce dès qu'elle voit Wong et une vingtaine de ses hommes fouiller la zone. Avec moins de 98 joueurs restants dans le jeu, elle note qu'il a dû appeler des membres du clan extérieur au jeu, il n'y a aucun moyen pour elle de chercher le trésor avec eux dans les parages. Malgré tout cela, elle fait confiance à ses coéquipiers et décide de chercher plus d'informations quand même. Elle se faufile et continue d'avancer, mais est ensuite littéralement repérée par l'un des membres du clan avec la faucille d'un nez de loupe. Il sent la fille et je sais que chacun d'entre vous qui regardez se demande ce que ça fait, bande de pervers. Quoi qu'il en soit, Rian utilise sa faucille pour leur échapper et se fraye un chemin à travers de nombreuses personnes, finissant par prendre de la distance en sautant par-dessus les voies ferrées. Après cela, elle commence à courir à l'étage et utilise sa capacité pour s'échapper. Mais, à sa grande surprise, Wong apparaît soudainement devant elle de nulle part, et il la capture immédiatement. Il l'interroge sur tout ce qu'elle sait du trésor, mais elle dit qu'elle ne sait rien et qu'elle n'a même pas de bague à lui donner. Il la regarde comme un méchant d'anime typique, puis lui rappelle sa position en lui brisant le bras gauche. Il lui demande à nouveau, et Rin dit qu'elle va parler, et commence à lui raconter une histoire de poison chinois ancien où ils mettent des créatures venimeuses dans un pot, et les laissent se battre jusqu'à ce qu'une seule survive, et celle-ci est censée être la plus venimeuse de toutes. Elle lui demande ensuite si cela ne lui rappelle pas lui-même en tant que roi du venin, mais apparemment Wang n'est pas un fan de Marvel et il se met en colère, et dit qu'il lui coupera les doigts un par un jusqu'à ce qu'elle lui dise tout ce qu'elle sait sur le trésor de l'événement. Juste à ce moment-là, la chaîne de Shuka frappe au-dessus d'eux avec une grenade flash, et cela étourdit tout le monde, lui permettant de secourir Rin et de l'amener à leur côté. Elle remercie Kanamae et les autres d'être venus à son secours, et ils se retrouvent tous face à face contre Wong et son clan. Kanamae dit qu'ils ont des informations importantes sur l'événement et qu'ils aimeraient négocier avec eux, ou bien ils peuvent choisir de se battre et de mourir. Les amis de Wyaner commencent à rire de leur proposition et disent que le 8e clan ne fait que prendre et prendre, et qu'ils les tueraient tous et en laisseraient un pour cracher tout ce qu'ils savent. Sur ce, ils commencent tous à se battre les uns contre les autres alors que Ryuba commence à leur tirer dessus avec sa mitrailleuse. Et ils ripostent tous également. Rin prend Kanamae et s'enfuit pour trouver le trésor tandis que Shuka et Sui s'associent pour appeler leurs numéros et les geler tous sur place.
Juste à ce moment-là, Wang apparaît soudainement devant Shuka Minère et brise ses chaînes, mais Ryuka arrive en renfort et commence à lui tirer dessus, disant que son véritable adversaire est ici. Il sait que la capacité de Wang lui permet de se téléporter dans un rayon de 5 mètres et qu'il peut aussi couper n'importe quoi à moins d'1 mètre. Cela signifie qu'il est comme un épéiste capable de combler instantanément un écart de 5 mètres. Donc s'il se bat à une distance de 10 mètres ou plus, il aura l'avantage. Wang le trouve trop agaçant pour un personnage secondaire et envoie certains de ses hommes pour le distraire et le forcer à recharger. Juste à ce moment-là, il utilise sa capacité et apparaît instantanément devant lui et lui coupe la main, le rendant gaucher à vie. Pendant ce temps, Kaname court avec Rin et lui dit de se concentrer sur le décryptage du code et de trouver où se trouve le véritable trésor. Il donne à Rin de l'espace pour réfléchir, et après avoir fait travailler son esprit, elle utilise la recherche approfondie de ses capacités et devient Einstein. Après avoir sondé son âme et marmonné un jargon de geek, elle le déchiffre et découvre ce que le code signifie et où se trouve le trésor. Après cela, à l'extérieur de la station, Wang se prépare à faire du sashimi et de la liqueur de doigt avec Ryuba. Ryuga pense qu'il ne se laissera pas humilier ainsi et s'autodétruirait avec Wang pour mettre fin à leur deux vies. Mais juste avant, Kaname arrive et dit à Wang d'arrêter. Il lui montre une clé, affirmant savoir où est le trésor et vouloir l'échanger contre sa sécurité. Wang le regarde et lui rappelle que leur seul accord est de prendre, pas de donner, donc il ne le laissera pas partir vivant. Ryu utilise son signal et découvre que Kaname ment et ne fait que bluffer pour que Ryuga lui prête attention. Il pense que cela ne fonctionnera pas et que Wang doit payer, car c'est lui qui a tué son jeune frère. Wang lui dit qu'il ne le croit pas, mais Kaname pique son intérêt en pointant son arme sur la clé et en disant qu'il la détruira à moins qu'il n'accepte sa proposition. Wang dit qu'il s'en fiche, mais Ryuva remarque que Wang est en fait intéressé et ment. Il dit que Kaname pourrait mentir et Kaname répond qu'il devra le croire sur parole, et qu'il a découvert le trésor en déchiffrant le code des bagues. Initialement, les bagues les dirigent vers la gare de Shibuya, mais ils ont besoin du code de la bague en diamant pour savoir où le trésor est caché à l'intérieur. Il dit qu'incidemment, le code de la bague en diamant est 888 001. Quand vous le divisez en deux moitiés, il devient évident que le 888 fait référence à la statue de Hachiko près de la gare. Car Hachi signifie 8. Il a confirmé cela en vérifiant la statue et en y trouvant cette clé. Après cela, il s'est demandé à quoi la clé pouvait bien servir, et après avoir réfléchi au code, il a réalisé qu'elle devait être destinée à un coffre-fort Ceci à la première succursale de la Banque nationale. Pendant que Kaname explique le code à Wang, Ryomei utilise son sigil et découvre que Kaname a inventé cette histoire de toutes pièces, et qu'il n'y a pas un seul brin de vérité là-dedans. Mais la question est de savoir s'il va y croire. Pendant ce temps, Wan se demande si tout cela est vrai car cela semble plausible, mais il n'a aucune preuve pour le confirmer. Il pense ensuite aux milliards de yens de récompense des bagues et se demande ce que pourrait être le trésor pour que tout cela semble dérisoire en comparaison. De plus, il y a aussi la rumeur d'obtenir un privilège spécial en remportant l'événement, et il s'y intéresse. Il dit à Kaname qu'il accepterait sa proposition, mais qu'il n'épargnera que sa vie et que Ryuba est exclu de cet accord. Kaname dit que cela lui convient, car il ne s'est associé à lui que pour l'événement et peu lui importe qu'il vive ou meure. En entendant cela, Wang se met à rire et dit à Ryuga qu'il était sans valeur, jusqu'à la fin. Cependant, Ryuga connaît la vérité. Kaname mentait grâce à son cigale. Il note qu'il doit être en train de créer une ouverture pour qu'il puisse abattre Wang et le remercie intérieurement. Juste à ce moment-là, Kaname jette la clé vers Wang et dit que s'il ne lui fait pas confiance, il peut vérifier la clé lui-même. Wang ne réfléchit pas et avance pour attraper la clé. Mais Kaname dit que tout était un mensonge et que ce n'est que la clé de son scooter, et nous découvrons que le vrai code était pour le casier à côté de lui, et Kaname utilise ce moment pour l'ouvrir et termine le jeu en trouvant le trésor. Une fois l'événement terminé, tout le monde est téléporté loin de l'endroit, les rendant incapables de bouger, ne laissant que Kaname derrière avec la boîte à l'intérieur du casier. Il pousse finalement un soupir de soulagement et ouvre la boîte pour n'y trouver que son smartphone. Le téléphone se met soudainement à sonner et il décroche pour trouver l'un des administrateurs du jeu de l'autre côté. Le gars se présente comme le concepteur de l'interface de l'application et dit qu'il est en quelque sorte un intermédiaire et lui parle des récompenses qu'il a gagnées pour avoir terminé l'étape. Tout d'abord, il a gagné 10 000 points comme récompense de base, dont la moitié a été distribuée à ses amis. Il a gagné 237 points supplémentaires pour sa survie, portant son total à 237 points. Pour information, cela équivaut à près de 200 000,0 $ américains. Outre ces points, l'hôte dit que Kaname a le privilège de voir l'un de ses vœux exaucé par lui. Mais les choses impossibles comme ramener les morts à la vie ou devenir immortel sont hors de question. Il lui dit immédiatement qu'il veut quitter le jeu, mais l'hôte ne le permet pas. La raison étant que cela va à l'encontre de ses propres intérêts. Velva lui parle des deux façons raisonnables de quitter le jeu, le terminer ou le tuer et supprimer le jeu entièrement. Après avoir entendu tout cela,
Kaname réfléchit à ce qu'il pourrait demander qui l'aiderait à traverser ce jeu sans avoir à tuer ou à être tué par d'autres. Une sorte de dissuasion pour que les autres ne rejoignent pas le jeu, puis il se prépare à faire sa demande. Après l'avoir écouté attentivement, l'hôte accepte de lui accorder sa requête et lui annonce qu'en guise de cadeau d'adieu, il lui révélera le nom de son sceau, qui est le dieu du feu de fer. Ensuite, il lui souhaite bonne chance et le téléporte également sans plus attendre. 2 mois plus tard, les chaînes d'information tentent de dissimuler l'incident, le présentant comme un attentat terroriste responsable des dégâts dans la zone, affirmant qu'elles ignorent toujours ce qui s'est réellement passé. Par ailleurs, Kaname et ses autres amis n'ont pas mis les pieds à l'école depuis 2 mois, et le gros garçon Yoda se demande bien où ils ont tous pu disparaître. Ils décident de rendre visite à Kaname plus tard pour organiser leur projet de vacances d'été. De retour au manoir de Shuka, elle raconte à Sui l'histoire de 3 petits cochons qui ont quitté leurs parents et ont choisi de vivre chacun séparément dans des maisons distinctes. Le plus jeune construisit sa maison en paille, et un loup arriva, déchira sa pauvre petite demeure en 1000 morceaux et dévora le cochon. Ensuite, il se rendit chez le deuxième cochon qui avait bâti une maison en bois, alors il y mit le feu et mangea le cochon rôti qui se trouvait à l'intérieur. Finalement, il se rendit à la maison de briques, armé d'un marteau gigantesque, défonça les murs et dévora le dernier gros cochon également. Sui en tire la morale de l'histoire. Quoi qu'il arrive, si tu es un cochon, tu finiras dévoré vivant, alors ne sois pas un cochon, c'est tout. Shuka lui répond qu'elle se trompe et que la véritable morale de cette histoire, c'est que s'il cherche à acquérir une maison, il ne devrait pas la construire avec des matériaux fragiles comme la paille, le bois ou les briques, mais plutôt se procurer un véritable bâtiment moderne pour en faire leur château, leur forteresse. Tandis que nous nous demandons tous quelle était cette étrange histoire, ils commencent à chercher des bâtiments à acheter pour leur clan et se demandent s'ils ne devraient pas, après tout, se débarrasser du 8e clan, car celui-ci pourrait s'avérer problématique à l'avenir. Pendant ce temps, la fille de Eraji reçoit la visite d'un homme de la compagnie d'assurance qui lui remet un chèque de 300 000 yens et lui présente ses condoléances pour le décès de son père. Elle refuse d'accepter cela comme une réalité et lui dit de s'en aller. L'homme sort et croise Rin, lui demandant si elle serait assez aimable pour le présenter à Kaname, mais elle lui répond qu'elle n'est pas sa manager personnelle ou quelque chose du genre, et qu'il peut très bien aller le voir lui-même au sein de son clan. Après son départ, la fille de Oraji se précipite dehors et bouscule accidentellement Rin, la faisant tomber au sol. Elle s'excuse auprès d'elle, puis lui parle de l'homme de l'assurance. Rin se présente comme une courtière en information, surnommée l'analyste, et lui dit que si elle souhaite savoir quoi que ce soit sur son père, elle peut la contacter sans hésiter. Après cela, la fille de Iraji, Suzume, lui montre le chèque et lui demande s'il est authentique. Rin lui conseille de l'apporter à une banque pour le vérifier elle-même, et pour ceux qui se posent la question, cela représente environ 2000 000 de dollars américains. D'un autre côté, au club de boxe d'Anjo, Ryuva se fait soigner et retrouve sa main grâce à Kit, qui n'est autre que l'épouse du propriétaire du club d'Anjo. Ce dernier explique que cela faisait partie de l'accord qu'il avait conclu avec Kaname, puis ajoute que son club est un dojo de kickboxing tout à fait normal, mais qu'il compte également environ 26 joueurs du jeu D. En outre, sa raison de rejoindre le jeu était d'acquérir les pouvoirs d'un sceau, et maintenant il est suffisamment fort pour abattre des chars, des IFV un par un, sans difficulté. Après cela, il s'approche de Kaname, qui semble désormais un peu plus musclé et affûté. Inukai l'aide dans son entraînement, et Danjo lui annonce qu'il a respecté leur accord pour soigner Ryuga et l'aider à devenir plus fort. Ils peuvent donc maintenant discuter de la proposition qu'il avait apportée il y a 2 mois. Kaname déclare qu'il est d'accord et affirme qu'en tant que chef de clan, il souhaite former officiellement une alliance entre leurs clans respectifs. Danjo déclare qu'il est en accord avec ses objectifs et son éthique, mais qu'une alliance exige que les 2 parties en tirent un bénéfice mutuel. Stoven, quant à lui, souhaite l'affronter en un contre un pour vérifier s'il est réellement digne de former une telle allégeance avec eux. Pour une fois, Kaname se sent enthousiasmé par un combat et accepte le défi sans hésiter. Pendant ce temps, Yoda se rend chez Kaname pour le rencontrer, mais il y trouve Ki, membre du 8e clan, qui lui demande s'il est l'ami de Kaname et lui dit qu'il aimerait bien discuter avec lui un moment. De retour au club de boxe, Danjo et Kaname se préparant à s'affronter dans une arène souterraine. Il s'avère que Danjo est le joueur de rang 4 dans le classement du jeu D et qu'il a remporté l'un des événements majeurs, obtenant ainsi le privilège d'organiser des matchs d'exhibition avec des sauts en échange de points dans son dojo. Il semble être un homme bien, mais il veut s'assurer que Kaname est un allié digne de confiance et lance leur duel sans aucune limitation. Les seules règles sont qu'ils doivent réduire les dégâts au bâtiment au minimum et ne pas s'entretuer intentionnellement, c'est tout. Sur ce, Kaname commence le match en activant son saut pour créer une mitrailleuse. Mais Danjo charge comme un taureau et tente de l'enfouir dans le sol avec un lourd coup de poing venant d'en haut. Kaname bondit en arrière pour esquiver l'attaque et se souvient de la façon dont Piccolo avait entraîné Gohan. Sur ce, il riposte en lui lançant quelques grenades à main, mais Danjo les encaisse comme un véritable colosse et émerge de la fumée avec un autre coup de poing puissant qui fait voler en éclats le sol sous leurs pieds. Kaname continue de fuir et tente de lui tirer dessus avec un pistolet, mais Danjo réduit la distance entre eux et essaie de faire tomber son arme d'un coup de poing. Kaname réagit en créant une lame et tente de le frapper en retour. Danjo recule d'un bond et lui demande si c'était là son arme secrète, et Kaname lui répond qu'il en a bien d'autres en réserve, bien plus encore. Après cela, il crée un pistolet mitrailleur Scorpion et commence à lui tirer dessus sans relâche, avec une détermination féroce. Danjo se met à couvert derrière son pilier de ciment et le complimente pour sa grande polyvalence. Pendant ce temps, le public est composé d'Inukai, Kid, Ryuga et Rin.
Rin remarque à quel point Kaname est devenu si fort en si peu de temps, et Ryuga ajoute qu'il ne sait pas non plus tourner les pouces pendant que sa main guérissait, et qu'il a présenté Kaname à un trafiquant d'armes pour qu'il puisse se procurer ces fameuses armes. Il s'avère que Rin est au courant de tout, et déclare que si tout cela est bien beau, Kaname a déjà épuisé toutes ses cartes, tandis que Danjo n'a même pas encore activé son saut. C'est alors que Dango se précipite derrière un énorme bloc de pierre, avec une vitesse impressionnante. Il le ramasse et commence à courir en avant, l'utilisant comme un bouclier, puis le lance sur Kaname pour le terrasser. Kaname tombe au sol et Danjo profite de cette occasion pour se jeter sur lui, déclarant que c'est la fin, mais Kaname crée une grenade dans sa main et affirme qu'il va les faire exploser tous les deux. Cela pousse Danjo à relâcher sa prise et à activer son saut, ce qui rend son corps super dur, presque impénétrable. Soudain, la grenade explose, se révélant être une bombe flash. Kaname profite de cette opportunité pour s'éloigner de lui, puis pointe ses armes sur sa tête, déclarant qu'il est prêt pour la suite pour en découdre davantage. Danjo se relève et déclare qu'il reconnaît Kaname comme son égal et accepte de former une alliance, mais il ajoute ensuite qu'il semble qu'ils soient tous deux désireux de s'amuser encore un peu plus dans ce combat. C'est alors qu'une jeune fille portant un masque de renard apparaît soudainement devant eux et les tranche tous les deux, avec une rapidité fulgurante. Kaname pense que c'en est fini pour lui, mais tout semble ensuite revenir à la normale. Danjo semble la reconnaître comme la joueuse de rang 1, Liu, et affirme que c'était son attaque à l'épée d'énergie. Liu déclare qu'elle apprécie Kaname et qu'elle a gagné un pari sur lui lors du dernier événement majeur. Elle déclare qu'elle a décidé de le prendre pour elle-même et le kidnappe tout simplement du dojo, rendant ses amis inconscients grâce à sa technique d'épée d'énergie. Après cet incident, Rin et Ryuga retournent à la maison de Shuka et lui racontent, ainsi qu'à Sui, absolument tout ce qui s'est passé. Étant la maman un peu folle qu'elle est, elle déclare qu'elle ne tolérera aucune de ces bêtises, qu'ils iront secourir leur chef, et qu'elle est la seule à pouvoir avoir Kaname comme son esclave ou son animal de compagnie. Ils sont tous d'accord et commencent à les poursuivre grâce à la fonction de recherche du téléphone de Shuka. D'un autre côté, à l'intérieur de la voiture de Liu, elle a les mains de Kaname ligotées et lui dit qu'elle veut le former pour qu'il devienne un grand assassin, car elle pense qu'il y a un énorme potentiel en lui. Après cela, elle baisse les yeux et révèle qu'elle est issue d'un clan d'assassins vieux de 2000 ans, une lignée ancestrale. Récemment, son clan est à la recherche d'un successeur, et elle n'hésiterait pas à l'épouser pour cela si nécessaire. Kaname la trouve complètement folle et lui dit qu'elle doit être stupide de croire qu'il accepterait une telle proposition. Après tout, Shuka est déjà assez folle pour qu'il ait à s'en occuper toute une vie. Le vieil homme à l'allure riche de tout à l'heure s'avère être son majordome, Seiming, et il lui annonce qu'il semble qu'il soit poursuivi. Liu utilise le téléphone de Kaname pour appeler Shuka et lui dit de leur ordonner de se retirer, car elle est certaine qu'il sait qu'ils ne peuvent pas la vaincre, c'est une évidence. Elle approche le téléphone de sa bouche et, à sa grande surprise, il leur dit de foncer dans leur voiture ou n'importe quoi d'autre, mais de faire en sorte que la voiture s'arrête coûte que coûte. Liu déclare qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit du genre à ne pas savoir quand abandonner, mais ce n'est pas quelque chose qui lui déplaît, bien au contraire. Kaname affirme qu'il est allé si loin sans tuer personne et qu'il n'y a aucune chance qu'il prenne des ordres de quelqu'un qui ne sait que tuer les autres. Il lui dit ensuite qu'il rejoindrait son clan ou deviendrait son mari. Ou n'importe quoi d'autre, si elle parvient à se sortir de cette situation sans tuer aucun membre de son propre clan. Pendant ce temps, Shuka et les autres se rapprochent de leur voiture et Rin tente de tirer sur leurs pneus avec son fusil de sniper, mais il s'avère être par balle et elle déclare qu'ils devront finalement les percuter. Elle dit ensuite à Sui de lancer une bataille de clans contre Liu, d'utiliser le mode de dissimulation du jeu D, et il commence à se rapprocher d'eux avec détermination. Shuka grimpe sur le toit de la voiture avec ses chaînes et se prépare à l'engagement, mais Liu réagit en sortant et en montant également sur le toit du véhicule. Elle commence à l'attaquer, mais Liu l'arrête net avec son épée d'énergie, avec une précision redoutable. Mais à sa grande surprise, Shuka se remet immédiatement de l'état de mort induit par la technique et continue de la combattre avec acharnement. Liu dévie toutes ses attaques de chaîne à l'aide de son épée, et elles reculent toutes les deux après un duel qui se solde par une impasse, un véritable statu quo. Après cela, elles continuent toutes les deux à se battre, et Shuka parvient à faire tomber Liu du toit, mais il s'avère que Liu l'a fait exprès délibérément pour placer une arme dans la voiture de Shuka et faire en sorte que le pneu cesse de tourner, un coup monté. Ryuga essaie de reprendre le contrôle de la voiture, mais il commence à perdre de la distance. Shuka saute, mais il semble qu'elle n'y parviendra pas, mais alors Kaname intervient de manière décisive et lui lance quelques conteneurs remplis de liquide. Shuka utilise ses chaînes pour les faire exploser, et Shota utilise son seau et gèle le pneu de Liu, le faisant exploser à son tour. Les deux voitures s'arrêtent et les passagers en descendent. Kaname déclare sa victoire, mais Liu lui demande si c'est bien exact, car elle est juste là et Shuka est suspendu au loin. Mais alors Simone prend la parole et dit qu'ils ont perdu parce que leur voiture est en panne, et s'il va changer le pneu, Shuka serait libre de bouger et Liu ne pourrait pas prendre Kaname sans avoir à la tuer, ce qui est inacceptable. Liu se sent un peu déçue, mais elle l'accepte et déclare la victoire des corbeaux du crépuscule. Kaname lui dit alors de former une alliance avec son clan si elle souhaite travailler avec lui. Et elle répond qu'elle ne se souvient pas avoir jamais promis quoi que ce soit de tel, absolument rien. Après cela, elle déclare qu'elle rejoindra plutôt son clan et jugera par elle-même s'il est un homme digne d'elle, un homme à sa hauteur. Évidemment, personne n'est ravi de cette situation, surtout Shuka, mais notre homme, Kaname, l'autorise à la condition que si Liu venait à les trahir un jour, elle le trahirait lui en premier avant de nuire à tout autre membre du clan. C'est une clause essentielle. Liu promet, et c'est ainsi que les corbeaux du crépuscule accueillent Liu et Seming comme leurs nouveaux membres. On peut parler d'un harem surpuissant, n'est-ce pas? Pendant ce temps, Wang et son clan ont mis la main sur Yoda et l'ont privé de sa capacité à jouer de la guitare en lui coupant tous les doigts, un acte barbare.
Il réalise un message vidéo et l'envoie à Kaname, lui disant de venir les rencontrer, sinon son ami perdra ensuite la capacité de marcher, c'est une menace sérieuse. Kaname reçoit la vidéo et perd complètement la tête, submergé par la rage et le désespoir. Il pense qu'il est responsable de l'enlèvement du pauvre Yoda et que maintenant il a perdu tous ses doigts. Comment pourra-t-il jamais trouver une petite amie à présent, dans ces conditions? Il commence à frapper le mur, enragé, mais Ryuga le calme et lui dit de réfléchir à la situation de manière rationnelle avec sang-froid. Ils envoient Rin recueillir des informations sur la cachette de Wang et elle les fait repérer par son ami Kotori, membre du clan de la couronne de glace. Kotori révèle qu'il se cache dans un entrepôt près de la baie et qu'il leur reste environ 12 à 15 membres, pas plus. Parmi eux, le chef Wang et Ki sont des utilisateurs de sceaux remarquables. Tandis qu'il n'y avait aucun signe du démon de la flamme, Sig. Rin se demande si Eraji a finalement éliminé Sig, puis retourne à leur base pour élaborer un plan d'action détaillé. Avant de partir, au lieu de points, Kotori formule une requête et déclare qu'elle souhaite rejoindre leur clan. Rin répond qu'elle ne pense pas que ce serait approprié, mais qu'elle transmettra tout de même la demande au chef, quoi qu'il en soit. Plus tard ce matin-là, Wang attend l'arrivée de Kaname, et observe son ami obèse pleurant sur le sol, ses mains sans doigts. Il affirme savoir que Kaname est une personne trop sensible qui ne laissera personne d'autre mourir à cause de lui, donc peu importe si ce gros est un étranger qui ne le connaît même pas, cela ne change rien. Soudain, l'un des membres du clan arrive et lui annonce qu'ils sont encerclés par les flics et l'équipe du SWAT. Wang se demande pourquoi cette chair à canon est là et envoie Ki s'occuper de tous. Après cela, il se rend lui-même à l'entrée arrière et fait du sashimi avec les flics, tentant de s'infiltrer par derrière avec une ruse macabre. Pendant ce temps, Shuka suit le plan et dépose silencieusement un téléphone devant Yoda. Kaname est en ligne de l'autre côté et lui dit de cliquer sur le lien pour rejoindre le jeu de Darwin, et de le faire même s'il doit utiliser sa langue, son nez ou ses pieds. Coûte que coûte. Yoda essaie, mais finit par couper accidentellement l'appel. Après cela, il essaie encore et parvient finalement à cliquer sur le lien et obtient un sceau qui lui est propre. Il s'avère que c'est un pouvoir surpuissant pour déplacer des objets par la pensée, et il l'utilise pour se libérer avec une force inattendue. Bientôt, l'un des membres du clan s'approche de lui pour l'abattre, conformément aux ordres de Wang, mais Yoda le projette comme une poupée de chiffon et pense que Kaname a dû vouloir qu'il utilise ce pouvoir pour s'échapper, pour se tirer de là. Il commence à semer le chaos à l'intérieur jusqu'à ce que Wang entré lui montre qui est le véritable patron, le maître des lieux. Au même moment, Kaname pense que Yoda n'a rien pu faire et décide de foncer avec la voiture à l'intérieur du bâtiment pour le secourir par la force sans hésitation. Il dépose Rin et suit puis commence à rouler droit vers la porte d'entrée, mais s'arrête devant Ki qui se tient là. Il s'avère qu'ils ont également Inukai de leur côté en renfort, et il descend en déclarant qu'il s'occupera de Ki lui-même, sans aide. Sur ce, Ryuga et Kaname entrent pour secourir Yoda. Dehors, Inukai affronte Ki et révèle qu'il sait absolument tout de lui, qu'il était un demi-finaliste du championnat All Japan Kara, et qu'il aurait même gagné s'il n'avait pas accidentellement tué son adversaire pendant le match, un drame. Il déclare ensuite qu'aujourd'hui, il a tué des flics de Sony, et qu'il ne comprend pas pourquoi une personne comme lui déciderait de jouer le rôle du toutou de Wang. Qui répond qu'il ne comprendra jamais à quel point Wang est un homme formidable, et explique qu'après cet accident, il a été considéré comme un criminel par la famille de son adversaire, une injustice. Il a abandonné le karaté, la douleur ne s'est jamais estompée, et c'est alors que Wang l'a aidé à s'éclairer avec sa sagesse tirée du guide de sashimi Santin de Wang Chang, lui disant qu'il souffrait parce qu'il n'avait tué qu'un seul homme, et que dans des situations comme celle-ci, il devrait tuer davantage, car la mort dilue la mort, selon sa philosophie. Et puis, quand il a commencé le jeu D, sa douleur et son agonie ont disparu, exactement comme Wang le lui avait dit. On peut parler d'avoir des briques à la place du cerveau, n'est-ce pas? Après avoir écouté cet idiot, Ki remarque que son QI a chuté de 2 points, et il décide de se lancer dans le combat sans plus attendre, avec une certaine impatience. Il le défie officiellement en utilisant l'application du jeu, et commence le combat par un coup de pied, mais Ki le bloque avec un coup de poing de champ de force. Inukai recule d'un bond et se demande à quel point ce type est fort, puis il met ses lunettes et active son propre saut. Avec une détermination nouvelle, il s'avère que son saut est la super vitesse. Alors il met ses lunettes et se déchaîne à fond sur Ki avec ses combos d'arts martiaux ultra rapides, comme un XL8. Pendant ce temps, Rin neutralise certains membres du clan et guide Sui pour qu'elle utilise son saut et déplace l'eau de l'océan afin que Shota puisse geler les membres restants avec de la glace, avec une efficacité redoutable. Après s'être occupé de la chair à canon à l'extérieur, ils se dirigent vers le point B, et il semble qu'ils remporteront une victoire complète sur le 8e clan cette fois-ci, sans aucun doute. Pendant que tout cela se déroule dehors, Kaname et Ryuga se retrouvent face à face avec Wang et certains de ses hommes, prêts à en découdre. Il lui demande où était Yoda et Wang répond qu'il avait déjà renvoyé son ami. Il lui dit ensuite de se retourner et de regarder. Kaname se retourne et découvre une boîte derrière lui d'où s'écoule du sang. Il ouvre la boîte avec une expression d'horreur, seulement pour y trouver les fesses coupées de Yoda, horriblement fourrées à l'intérieur. Il se met à pleurer pour son ami, puis se souvient de toutes les personnes qui sont mortes sous sa responsabilité. Il arrête soudainement de pleurer et Wang pense qu'il l'a enfin brisé. Il recule et dit à ses hommes de les achever car ce n'est plus amusant, mais alors Kaname se retourne brusquement et abat ses hommes avec une arme, marquant ainsi son premier meurtre direct dans la série jusqu'à présent, un tournant décisif. Cela surprend tout le monde, et Kaname déclare qu'au début, il pensait que tout le monde dans le jeu était forcé de tuer parce qu'il mourrait autrement. Mais, en réalité, Wang et ses hommes n'étaient que des ordures humaines qui tueraient les autres, qu'ils jouent au jeu ou non sans aucune distinction.
Avec cette prise de conscience, il abandonne sa nature douce et abat froidement quelques autres hommes avant de dire à Wang de reprendre ses esprits et de se battre sérieusement. Wang est agacé par son expression confiante et lui saute dessus avec son pouvoir, mais il est poignardé dans le dos par Shuka, un coup inattendu. Elle déclare qu'il n'est qu'un cheval à un seul tour, qui ne sait se battre qu'avec le même combo usé, et elle l'attire sur le toit. Pendant ce temps, les hommes de Wang les encerclent avec des armes, mais Kaname porte son armure scénaristique en ce moment, et nous savons tous ce que cela signifie pour les PNJ de l'autre côté, n'est-ce pas? Il les massacre complètement comme du bétail, puis laisse Ryuga achever ceux qui restent. C'est l'un des moments les plus marquants où l'on perçoit le potentiel d'assassin qui sommeille en Kaname, dont Liu avait parlé, avec une clairvoyance étonnante. D'un autre côté, Shuka saute à l'intérieur de l'entrepôt et se cache de Wang. Wang descend et la provoque en insultant Kaname. En l'entendant cracher ses fantasmes dégoûtants, Shuka sort et lui demande si sa mère l'a chié et a oublié de tirer la chasse d'eau avec un dégoût non dissimulé. En la voyant se tenir devant lui, Wang déclare qu'il a également fait sa part de recherche sur elle et qu'elle est une classée, tout comme lui. Il dit que son sceau lui permet de contrôler ses chaînes, puis il saute en avant pour l'attaquer de front, avec une détermination féroce. Shuka l'attaque avec ses chaînes, mais il les coupe simplement avec son sceau. Mais au lieu d'avancer, il tombe la tête la première sur le sol et regarde en bas pour remarquer sa jambe coupée gisant sur le plancher. Il se met à pleurer comme une mauviette et dit qu'il va la tuer, puis utilise sa technique de téléportation et apparaît derrière Shuka, avec une rage folle. Il utilise ensuite sa faucille pour la tuer en lui tranchant le cou, mais au lieu de cela, il tombe en arrière, sa propre main gisant sur le sol, et se demande ce qui vient de se passer. Il se met à réfléchir à toute vitesse et se demande si c'est un bug dans le jeu, ou si elle possède un nouveau sceau supérieur à son propre sceau de découpe spatiale, une énigme. Shuka se retourne et lui demande s'il est prêt à perdre les 2 derniers membres qui lui restent, et il remarque que tout l'entrepôt est couvert de pièges à fils. Shuka révèle qu'elle avait installé ses fils fins et résistants à l'avance, et que c'est Wang lui-même qui s'est coupé les membres en s'approchant d'elle sans le savoir. Il dit qu'il n'est pas possible de couper des os avec des fils, et elle répond que c'est vrai, mais que sa faucille a la capacité de contrôler tout matériau de type fil, y compris les fils et ses chaînes, et qu'elle l'a utilisé pour faire vibrer les cordes comme une scie sauteuse électrique afin de le découper comme du beurre, avec une facilité déconcertante. Après cela, elle le ligote avec des fils et lui demande s'il est prêt à mourir. Mais Wang utilise son mouvement secret et échange sa place avec Shuka, la faisant tomber dans les fils, se libérant ainsi. Mais il s'avère que cela n'a aucune importance, car c'est elle qui tient les extrémités des fils, et pour punir son idiotie, elle lui coupe aussi l'autre jambe. Avec une seule main restante et Shuka s'approchant de lui pour le découper, il utilise son sceau à pleine puissance et pour la première fois de sa vie, parvient à se téléporter à 100 mètres dans le ciel. Il utilise ensuite à nouveau sa capacité pour amortir sa chute et célèbre le fait qu'il est après tout le personnage principal du jeu et qu'il a réussi à échapper à la mort. Mais alors, il lève les yeux avec effroi, car Ryuga et Kana pourraient s'approcher de lui et lui demander s'il est prêt à mourir. Wang commence à se faire dessus et déclare qu'il accepte la défaite, envoyant plus de 1800 points à Kaname. Malheureusement pour lui, Kaname lui dit que ce n'est absolument pas suffisant pour le laisser en vie et révèle qu'il a utilisé son privilège pour accéder à une fonctionnalité spéciale de poker qui lui permet de miser ses jetons sur un combat et de modifier sa mise à tout moment pendant le match. Il explique ensuite que cela fonctionne comme au poker. S'il fait un tapis, ses adversaires sont obligés de suivre, et pour cette bataille, il a gagné plus de 8000 points, ce qui signifie que son clan est foutu. Il reçoit tous les points des 8 membres du clan, les rendant complètement ruinés. Et comme nous le savons tous, dans la théorie de Darwin, l'évolution est une réalité, et de nos jours, l'argent est roi. Sans aucun point restant, tout son clan perd la partie, et tous sont téléportés pour être découpés morceau par morceau. Quelques jours plus tard, après toutes ces péripéties, les Sunset Ravens achètent un immense bâtiment pour leur clan et commencent à conquérir les zones environnantes comme leur territoire. Ils s'emparent de tout le territoire de Wang et même de petites zones des Nobody, déclarant que quiconque joue au jeu de Darwin sur leur territoire sera tué par eux. Ils ne tuent qu'en cas de nécessité et laissent les contrevenants en vie avec des blessures à vie pour diffuser leur message. Et bientôt, leur influence s'étend au-delà de Shibuya et se répand sur toute la région de Kanto. C'est le premier pas de Kaname et Shuka pour mettre fin à ce jeu fou, et ils décident de continuer à grandir jusqu'à ce qu'ils trouvent le créateur de ce jeu et lui logent une balle dans la tête. Et c'est ainsi que la première saison de Darwin's Game prend fin,